On va enchaîner un petit peu avec les nouveaux decks sur Synergie qui seraient possibles. Je commence par une petite carte qui m'a quand même un peu tapé dans l'œil, voire deux, on va dire, hein. Forbidden Friendship. C'est un rituel pour deux qui va créer deux jetons 1-1, dont un avec haste. On avait bien sûr Raise the Alarm déjà dans le standard, qui est peut-être un peu meilleur parce qu'on peut faire ça en fin de tour. Retour d'une stratégie aggro-token, d'avoir un petit peu plus de moyens de faire ces jetons pour grossir le Loxodon ou pouvoir jouer Embercleave assez rapidement. Voilà, et surtout, alors je trouve le flavor assez sympa. Ils ont fait une deuxième carte qui s'appelle Of One Mind, qui coûte finalement 2 de moins si on contrôle un humain et un non-humain, et qui nous fait piocher 2. Donc je trouve que pour un bleu, piocher 2 cartes, ça n'a jamais été très très mauvais. Non, pour bleu piocher 2 cartes, on n'est pas loin de l'Ancestral Recall, à une carte près. Mais non, après la condition est un peu restrictive, mais s'il y a un deck bleu relativement agressif, peut-être Izet, si on arrive à faire des humains en Izet ou en Jeskai, pourquoi pas. Je pense que ce deck va un peu manquer d'un petit quelque chose quand même pour réussir à passer le cut du construit. C'est pour ça qu'on va pas trop s'y attarder. Ouais. Et qu'on va enchaîner sur une autre carte peut-être un petit peu plus sérieuse, Fiend Artisan. Ouais, alors Fiend Artisan, c'est un Tarmogoyf Vanifar qui a beaucoup de texte, encore une fois, qui va devenir de plus en plus gros pour chaque créature dans le cimetière et qui va faire un effet de pod. Il y a moyen de partir dans beaucoup de directions. Et surtout, c'est un drop à 2 qui va être assez bon quand il arrive en jeu en early game, mais en late game, quand on va avoir déjà un cimetière bien rempli, ça va être déjà un monstre aussi. Et si on a pas mal de mana à dépenser, c'est un bon mana sink également. C'est une carte qui coûte pas cher, qui peut rentrer dans pas mal de builds différents. On peut même effectivement penser à Mono Noir Dévotion, qui cherchait un petit peu un bon drop à 2. On a des cartes comme Revival Revenge qui permettent de la ramener. Je te propose de passer sur un autre build around qui serait plutôt avec High Alert, qui est une ancienne carte, mais tout ce qui va être créatures qui vont infliger des dégâts équivalents à leur endurance plutôt qu'à leur force. Et avec ça, on a l'Aegis Turtle, qui est une 0,5 pour 1, et qui est le seul drop 1 du pionnier, donc de toutes les cartes éditées depuis 2013, si je dis pas de bêtises, avec 5 Voilà. d'endurance. Ça permet vraiment de tanker l'early agression pour trouver notre High Alert. Oui, Solid Footing un peu qui rajoute avec High Alert cette stratégie, voilà, d'infliger des blessures égales à la défense plutôt qu'à l'attaque. Après, je pense que ça restera un peu trop faible parce qu'un peu trop synergique, et donc si tu pioches tes cartes dans le mauvais ordre, t'es très vite dans le mal. Alors on va enchaîner avec 2 autres compagnons. Ouais. Zirda, The Dawnwaker. Donc je pense que la restriction pour l'avoir en tant que compagnon est quand même assez élevée. Après, les Planeswalkers, ce sont des capacités activées, et ça permettrait de réduire Golos par exemple ou Kenrit, et réduire Kenrit de 2, ça fait que pour blanc on gagne 5 points de vie. Donc on pourrait même énorme. presque le jouer en tant que créature dans notre propre deck. Mais effectivement, c'est une carte un petit peu à creuser encore. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec l'Utri the Spellchaser. Sa contrainte de compagnon est vraiment, vraiment beaucoup trop contraignante pour du standard. Donc ça sera jamais joué en compagnon standard. Main deck, c'est aussi un peu compliqué parce qu'on a quand même beaucoup de cartes déjà en standard qui font cet effet de copie instant et sorcerie. Voilà, et si on veut la jouer dans des decks combo comme avec Ral qui permet de faire un nombre de copies infini d'expansion explosion, ben finalement c'est Ral qui ping l'adversaire, donc cette carte va rien apporter à cet archétype là, donc pour l'instant je vois pas grand chose où on pourrait le rentrer. Non, j'ai pas grand chose à ajouter sur la carte. Finalement c'est peut-être plus sa capacité d'être une créature flash, encore une fois, qui va la rentrer dans des decks. Ensuite, tout ce qui va être stratégie de réanimation. Donc, Footfall Crater, c'est quand même un aura qui coûte pas cher et qui permet finalement aux stratégies de réanimation d'avoir une menace directement après l'avoir réanimé. Cette carte, elle est pas chère, elle peut se recycler, donc c'est pas trop une carte morte. Notamment si en plus on joue du Kroxa ou Uro, on sera bien content de l'exiler.
pour faire l'escape. Voilà, donc c'est une carte que je voulais mettre dans la catégorie réanimation. On a aussi Fire Prophecy que t'apprécies plutôt pas mal, toi, Arias. Ouais, je trouve que c'est vraiment une excellente carte parce que pour 2, on inflige 3 points de dégâts, donc c'est vraiment dans les standards de Lightning Strike qui ne cible pas le joueur, donc ça va plus être comme Scorching Dragonfire. Et en fait, l'effet de pouvoir mettre une carte en dessous et piocher, je trouve ça excellent, surtout en ce moment où on va jouer des Gust main deck par exemple. Et si jamais on a notre Gust contre Esper, contre Abzanero, si jamais ça existe, bah on va pouvoir entre guillemets cycler notre Gust en le remettant en dessous de la bibliothèque et repiocher une carte. Donc, et si jamais on part dans une stratégie pod avec Luca par exemple qui est dans les mêmes couleurs et qu'on a pioché par malheur notre pièce de combo, et bien on pourra le remettre en dessous pour le ramener gratuitement sur Luca. Ok, bah en parlant de Luca justement, on y vient. C'est un des 3 Planeswalkers de ce set. C'est un Planeswalker qui coûte assez cher quand même, mais qui peut faire un -2 dès qu'il arrive assez puissant. L'idée, bien sûr, c'est en fait de builder un deck avec quelques créatures très 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 chères et d'avoir par exemple en early uniquement que des bêtes à 2, des mana d'orques idéalement, ou alors que des cartes qui vont créer des tokens de créatures. Et c'est ces créatures qu'on va exiler pour ensuite aller chercher nos grotons, comme agent de traîtrise, un sanglier ou un Dracuset. On a connu ça avec Polymorph, c'est toujours en moderne d'ailleurs, hein, c'est toujours une stratégie un peu en moderne. Il y a quelques decks encore Polymorph. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ça? Non, du coup avec le Footfall Creator que tu nous as magnifiquement vendu, on pourrait directement donner Ace à notre Dracuset, ce qui manque comme ligne à la carte pour qu'elle soit jouable. Et derrière, on a juste, par exemple, si on est dans une stratégie IZ, on peut jouer Shark Typhoon le tour d'avant, cycler, créer un requin, faire le -2 de Luca sur le requin et aller chercher un Dracuset. Donc on n'a pas besoin de jouer beaucoup de créatures. Cependant, si je peux critiquer un peu Luca, c'est le problème, c'est son +1 qui nous force à jouer beaucoup de créatures, alors qu'avec son -2, au contraire, on veut en jouer peu pour pouvoir toucher la bonne créature. Donc c'est un poil anti-synergique sur ce point-là. Ensuite, on va parler de Offspring Revenge, qui est l'enchante Mardou du cycle rare. C'est une carte, c'est pareil, qui nous fait jouer un petit peu avec le cimetière, les créatures qu'on réanime. Par contre, cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de nos petits cratères. Donc, c'est quoi l'idée un petit peu de cette carte? Donc l'idée de cette carte, ça va être de se meuler, ou alors juste de tuer des créatures, mais si on peut se les meuler, c'est encore mieux. Derrière tour 5, on va jouer Offspring Revenge, et on va ramener par exemple, donc encore une fois, un Dracuset, ou un Eve Mizzet Reborn, ou un Cavalier of Night, donc des créatures qui, lorsqu'elles attaquent ou lorsqu'elles arrivent en jeu, vont avoir un très bon effet, parce que le body, on va pas pouvoir en profiter. Sachant que là, l'avantage, c'est que c'est au début de notre phase de combat. Alors que contrairement à certains enchantements, comme l'enchantement Témur ou l'enchantement Jeskai, où lorsqu'on a dépensé tout notre mana, on va devoir attendre un tour pour faire quelque chose, là, c'est le tour où on le joue, ça fait quelque chose. Et j'en profite pour ajouter une petite carte qui s'appelle Corpse Churn, qui a un instant et qui permet justement de se meuler, voilà, qui vient de se rajouter dans toutes ces cartes qui nous permettent de nous meuler. Et celle-ci nous permet de ramener une bête dans notre main. Ça fait penser un peu à Greedy Savage, puisque c'est un instant, donc ça c'est quand même un point positif. On se meule de 3 au lieu de 5. On choisit qu'une créature au lieu de choisir créature ou land. Mais voilà, c'est pas. Sachant que Greedy Savage, c'est quand même une carte qui est jouée en pionnier, je pense que le power de Corpse Churn, c'est pas si dégueu. Non, le power level de Corpse Charm, et surtout que Corpse Charm, c'est pas une créature des 3 qu'on a révélé, mais une créature de notre cimetière, donc Exactement. on peut reprendre beaucoup de choses. Tout à fait. Unpredictable Cyclone, c'est une carte autour de laquelle on a tous envie de faire des combos assez absurdes à la manière de Luca, et une des cartes à laquelle beaucoup ont pensé, c'est Hidaro. Puisque Hidaro est à la fois une créature et à la fois elle a elle-même le cycling, donc elle se permet d'aller se chercher elle-même dans le pack. Et donc l'idée ce serait de jouer Unpredictable Cyclone. Et derrière on va cycler Hidaro pour 2 et directement depuis notre bibliothèque obtenir une 8-8 Trample Haste pour 2. Donc c'est vraiment beaucoup de power level ici. Cependant encore une fois, une des critiques à faire c'est que
Unpredictable Cyclone, on va le jouer et on va pas en bénéficier directement. Pour construire un deck cyclone, finalement, il faut trouver des cartes à fort power level et avec un coût de cycling minimum. C'est là où on va tirer le plus de cette carte-là. Par contre, on va aussi choisir quel type de carte on va tricher. Voilà, si vous voulez jouer Idyllic Tutor, pareil, pour aller tuto votre cyclone, à ce moment-là, eh ben, vous ne mettrez pas de carte sorcellerie avec le cycling. Vous prendrez plutôt la stratégie peut-être d'avoir des grosses créatures avec le cycling. Et j'en profite pour parler d'Idaro vite fait. C'est quand même une carte assez impressionnante. Une 8-8 Trample Haste. Voilà, si on cherche une carte de réanimation, c'est quand même pas mal. Son défaut, c'est que si vous voulez la cycler pour la réanimer, ça marchera pas très bien parce que sa capacité va la mélanger dans votre bibliothèque. Mais si vous faites un deck avec du discard, avec du looting, ça sera plutôt pas mal. Et c'est quelque chose d'assez bon à réanimer avec Elspeth Conqueress par exemple. Ça permet d'avoir une 9-9 Trample Haste, c'est pas dégueu. On va parler d'une autre carte build around un peu combo qui est sortie dans cette extension. Maro nous l'a dit, il y aura la plus grosse aura de tout Magic, Colossification, qui donne +20/+20 à ta bête. Le désavantage de Colossification, c'est que la créature que l'on enchante, on l'engage. Cependant, il y a moyen de tricher un peu avec cet effet-là, avec Claim the Firstborn, qui aura Behemoth Beaconner pour dégager le permanent qu'on va enchanter. Et autre carte qui synergise bien avec, c'est Storm Herald, qui va pouvoir aller chercher une aura dans notre cimetière et lui attacher directement. Oui, je pense que c'est surtout comme ça que moi je vois la carte. Payer 7 pour un aura, ça, c'est un peu cher. Je pense que c'est vraiment une carte qui demande à être cheatée et réanimée avec Storm Herald. Par contre, ce que je voulais signaler quand même, c'est que dans une méta où on aura quand même peut-être beaucoup de Catoven, peut-être que finalement 23 points de dégâts, ça suffira pas à faire one shot. Surtout, il faut réussir à lui donner Trample ou le faire sur une créature qui a Trample. Encore une fois, ce petit cratère peut peut-être nous aider à passer par-dessus. Ça va être ta carte signature. Après, qu'est-ce qu'on a, Arias ? Une petite carte blanche, Luminous Broodmoth, qui est sûrement une des cartes les plus puissantes du set. On se rappelle lors de Theros, lorsque Nightmare Shepherd a été spoilé, a été annoncé, tout le monde était comme des fous en disant dans Rite of Sacrifice ça va être absolument énorme et tout. Et Broodmoth fait cet effet de Shepherd en ramenant sur le champ de bataille, sauf que ce n'est pas une 1-1, ce n'est pas un token, et on n'a pas besoin de l'exiler de notre cimetière. Donc c'est vraiment Shepherd en 10 fois mieux, et en plus ça lui met un compteur fly, donc ça fait que la créature a un effet d'évasion en plus. A noter d'ailleurs que si jamais on a beaucoup de board avec le Broodmoth et qu'on se prend une Vrasse, il va trigger sur toutes nos autres créatures, donc on va tout ramener sur le champ de bataille, donc ça fait aussi anti-Vrasse. Et il y a aussi quelques synergies avec la carte que je te laisse présenter. Enfin, il n'y a peut-être plus besoin de les présenter, on a encore Chafour, voilà. Mais quand on a des triggers de TB, Uro et Croxa qu'on casque depuis notre main, bah, en fait, on va avoir le trigger 2 fois. Peut-être que dans un build mardu humain, ça pourrait être le top curve pour pouvoir résister à Vrasse, justement. On va continuer avec les 2 derniers Planeswalkers du set, Vivienne et Narset. Alors Vivienne, c'est un Planeswalker pour 5 qui arrive avec seulement 3 marqueurs de loyauté, donc c'est vraiment assez faible. Cependant, son +1, elle se protège elle-même en créant une 3-3, et ça, c'est super important. C'est un des seuls Planeswalkers qui crée une bête qui peut bloquer Questing Beast, contrairement à Ashok par exemple. Et elle va aussi faire beaucoup de cartes advantage par son passif, où on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque, et si c'était une créature, on peut la lancer, donc vraiment... C'est une carte qui étend notre main d'une carte et on sait à quel point c'est important. On pense notamment à Courser of Crufix en pionnier qui permet de jouer uniquement des terrains du dessus de la bibliothèque et on la révèle à tous nos adversaires en plus la carte avec Courser of Crufix et pourtant c'est joué. Alors là Vivienne où c'est nous uniquement qui regardons la carte du dessus. Ça nous permet aussi dans un deck aggro par exemple ou créature d'avoir une certaine toolbox. Donc une toolbox c'est quoi ? C'est des créatures one-off avec des effets particuliers
Par exemple, si à un moment donné on a besoin de détruire un Arthos ou un Enchant, on peut aller chercher un Knight of Autumn. Si à un moment donné on a une volante un peu relou, on peut chercher Cruel Harpooner. Si on a un Planeswalker qui nous embête, on va chercher Deputy of Detention. Assez intéressant dans un deck créature aggro qui d'habitude n'a pas trop ce type de carte. En revanche, je pense pour l'instant, la carte qui lui fait de l'ombre, c'est notre Nissa actuelle, qui a le même coût. C'est pas le même type de build, voilà. Donc je pense que s'il y a un deck un peu full créa aggro qui se fait, c'est un Planeswalker qui peut commencer à avoir du tier 1. Ouais, après, elle souffre effectivement de la comparaison avec Nissa pour le moment. Exactement. Ensuite, on a Narset, dernier Planeswalker à présenter, qui est un Planeswalker Jeskai qui met un grand coup de pied dans le mana blanc. Et pour 4, en fait, ce Planeswalker, il a directement avec son -2 un remove sur une bête ou un Planeswalker pour peu qu'on ait une carte avec un grand coup en CCM dans la main, qu'on veuille discard pour pouvoir la ramener du cimetière, ou juste, par exemple, un Arclight Phoenix, ça coûte 4 quand même. Donc on fait tour 4, Narset, -2, je gère ta Questing Beast ou ton Gruul Spellbreaker ou une créature qui est assez menaçante. Peut-être qu'elle est un poil faible par rapport à ce qu'on peut faire dans le standard. Au départ, c'était une carte que je trouvais peut-être pas très intéressante, et avec le temps, j'ai l'impression que c'est une carte à fort potentiel. Comme tu le disais, son -2, on peut l'activer 2 fois, même avant qu'elle meure. On manquait justement un petit peu de drop à 4 dans des decks Jeskai Super Friend par exemple. Même son +1 finalement qui nous donne un petit peu de points de vie nous permet peut-être de rester la tête hors de l'eau. Avec Fire dans des decks avec Interplanetary Beacon, ça a créé un Planeswalker supplémentaire pour Sarkhan, ranimer un petit peu avec Elspeth Conquer-Death, ce qu'on a discarté avec Narset. Donc je pense que c'est une carte pas dégueu. Il faut la tester à fond, vraiment lui trouver le bon shell je pense pour qu'elle puisse briller. Prochain build round où tout le monde s'est enflammé sur la carte, c'est l'enchantement Temur Song of Creation, qui est absolument monstrueux si on arrive à faire des choses avec. Il y a le fait de piocher autant de cartes par tour pour chaque sort que l'on va lancer, c'est assez fort. Et donc un des problèmes de la carte, c'est que l'on va discard sa main en fin de tour, et donc il y a beaucoup de manières après d'éviter cette contrainte-là. On peut éviter cette contrainte par des sorts qui ont Jumpstart ou Flashback, comme Radical ID, Beacon Bolt ou Chemister Insight par exemple. On peut l'éviter aussi en lançant des créatures aventures avant la discard, et après on pourra rejouer nos créatures depuis l'exil. Derrière, une fois qu'on a réussi à faire tourner Song of Creation, on peut vraiment faire n'importe quoi comme deck en pouvant mettre de land par tour, piocher 8 cartes par tour. C'est vraiment, je pense, quelque chose dont on peut abuser. La seule manière en fait de build cette carte, c'est réussir à esquiver la discard et esquiver Narset à 3 de War of the Spark. Pour moi, la carte très importante avec cette carte, c'est Arboreal Grazer. Habituellement, dans des decks un peu combo, des cartes d'early qui nous font du ramp, quand on les pioche en late game en fait, c'est comme une carte morte qui fait plus grand chose. Là pour le coup on a Grazer, on va jouer Grazer pour un vert, et derrière on va piocher 2 cartes beaucoup plus intéressantes. Donc la carte a du potentiel. Encore une fois, tour 4 au moment où elle arrive en jeu, elle ne fait absolument rien. On peut juste jouer un land supplémentaire. C'est un drop à 4. Donc ça compète un petit peu avec Fire of Invention. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est complémentaire? Ça, encore une fois, je pense que c'est le temps qui va nous donner la réponse. Une autre carte un petit peu qui nous a fait de l'œil à tous les deux, c'est Vinota, qui surtout a un très très bon trigger d'attaque, c'est-à-dire quand on a un non-humain qui attaque, et pour chaque non-humain, on va regarder les 6 cartes de notre bibliothèque et récupérer un humain, le mettre attaquant, tape, et qui a un indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça me rappelle un petit peu Alécha dans le standard il y a quelques années. Si on réfléchit bien, Alécha elle arrive T3, mais elle va trigger que quand elle attaque, c'est-à-dire T4, il fallait payer 2. On récupérait qu'une carte avec 2 ou moins dans le cimetière. Ça mettait pas des bêtes indestructibles au tour elles arrivent. Moi c'est une carte que j'adore, et au début je l'avais pas vraiment remarqué, mais plus je la regarde et plus j'ai l'impression qu'elle fait des choses fortes. Déjà, je sais que ça va un peu devenir
un truc que je répète beaucoup, mais quand elle arrive en jeu, si on a une créature non humain sur le champ de bataille, elle va faire quelque chose directement. Et ça peut être ramener un agent de traîtrise, ramener un Kenrit, donc c'est pas non plus quelque chose de faible. La difficulté va être dans le build, parce qu'il va savoir doser entre les humains et les non-humains. Il suffit qu'on ait 2 non-humains qui attaquent, et on va regarder le top 12. Donc il n'y a pas besoin de jouer énormément d'humains pour pouvoir toucher avec de manière suffisamment fréquente. Effectivement, la carte, elle a un énorme power level. Voilà, mais je pense qu'il y a des éléments comme Gilded Goose, Paradise Druid qui permettent de ramper un petit peu dans la carte et d'avoir des bêtes avec de l'évasion pour surtout trigger un tour après l'autre sans envoyer le non-humain au casse-pipe. Ouais. Après, je pense que je la verrais plus dans un Jeskai, parce que pour l'instant, en tout cas, agent de traîtrise, ça me paraît être le meilleur humain à aller chercher tout set confondu actuellement. Si t'arrives à ramener un agent de traîtrise T4, ton adversaire il est pas très bien. Le prochain build round et dernier, ce sera Vadrock, Apex of Thunder. Moi je pense que c'est une carte à un très fort potentiel. Encore une fois, il va falloir trouver le build avec exactement le bon mix entre sort, créature et non créature. On a quand même des choses très intéressantes à ramener qui coûtent 3 et qui ne sont pas des créatures entre Teferi, Narset mono bleu. Si on a des cartes mutate avec flash, ça nous permet également de jouer des contre-sorts directement. Même si on la joue toute seule, une 3-3 Flying First Strike pour 3, c'est vraiment énorme. Il va falloir regarder un petit peu quelles sont les cartes qui vont être autour de ça. Mais voilà, si on joue ça, si on joue Spade Conquer Death, des Planeswalkers, du contre ou des removal, des sorts de pioche, je pense que c'est une carte qui peut vraiment être clé dans un archétype. Bon voilà, on a beaucoup discuté, maintenant on va un petit peu faire le bilan de tout ça. Arias, on va commencer par le top 10 des cartes hors Ikoria le plus impacté à nos yeux. Pour moi, on pourrait commencer tranquillement par Tassa Oracle. En fait, je souhaite mettre Tassa Oracle parce que c'est une carte qui est essentielle dans des jeux combos comme par exemple avec Song of Creation, si on arrive à comboter avec. Et surtout, on arrive au moment du standard avec le plus d'extensions dans le standard. Et c'est à ce moment-là que les jeux combos commencent à naître et vont vraiment être à leur point culminant après la sortie de M21. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'année dernière, il y a eu Kétis Combo qui est apparu, car on aura beaucoup d'éléments avec lesquels comboter. Il y a aussi Underworld Breach qui est sorti au set d'avant, là on a de quoi en abuser encore plus. Donc je pense que Tassa Oracle va peut-être voir du jeu dans un jeu combo, peut-être pas tier 1, peut-être tier 1. Narset reste un peu gardienne à ce niveau-là, donc à voir. Ok. On enchaîne avec Arclight Phoenix. Voilà, une carte qui a fait ses preuves avec Ravnica, qui retrouve Cathartic Reunion. Peut-être ça peut revenir sur le devant de la scène. Oui, bah moi j'aimerais bien que ça revienne en tout cas, parce que c'est une carte qui incite des jeux qui sont très très durs à piloter, ou en tout cas qui demandent beaucoup de sorts, et c'est plaisant à jouer, je trouve, les decks Arclight Phoenix en tout cas. On a peut-être Interplanar Beacon aussi qui risque de revenir et d'être un élément clé. On a quand même quelques Planeswalkers assez puissants, notamment Jeskai. Jeskai, c'était une couleur qui avait un peu du mal, surtout à avoir une mana base solide. Maintenant qu'on a le Triome et Interplanar Beacon, on va peut-être pouvoir avoir des decks Planeswalker. C'est moi qui ai proposé la prochaine carte qui est Accroix Noir. En tout cas, c'est mon pari si jamais il y a des jeux créatures, grosses créatures avec Mutate, par exemple dans les couleurs Témur, qui sont joués et qu'on est face à des boards un peu stall de créatures. Accroix Noir, c'est vraiment une carte qui va casser la parité en volant une créature adverse, puis en le forçant à sacrifier toutes ces créatures. Et on a pu le voir notamment lors des championnats du monde, où il y avait Mono Red qui rentrait Accroix Noir face à Jeskai Fire. Et ça permettait vraiment de voler par exemple un cavalier à Jeskai Fire, et ça fait toute la différence. Donc si jamais il y a des builds grosses créatures, et pas petites créatures comme on a en ce moment, c'est vraiment une excellente carte Accroix Noir, et moi je la vois bien être rejouée, ou jouée en tout cas. Moi aussi. Et je verrais bien aussi Narset devenir encore meilleur. Et pourquoi Arias ? Alors pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un peu la police des jeux combo et des jeux qui vont chercher à piocher beaucoup de cartes dans les mêmes tours. Et on l'a vu avec tout ce qui est les builds de Jeskai ou même Témur avec Song of Creation, on va chercher à piocher beaucoup de cartes partout. Et donc Narset c'est vraiment
la carte qui va empêcher ces stratégies, et c'est un peu au-delà des cartes 8 sbires anti-cimetière où je ne peux pas jouer de ma main. Narset, c'est vraiment la carte qui va empêcher de partir en combo, sauf à pouvoir la gérer avec un Fry ou quelque chose comme ça. On a quand même une nouvelle mécanique recycle, et que Narset du coup oblige votre adversaire à recycler pendant son tour et au maximum une fois s'il veut pas se faire avoir. Alors Scorching Dragonfire, c'est aussi parce que on a quand même 2 nouvelles cartes qui utilisent le cimetière, qui abusent du cimetière. On l'a vu avec Call of the Death Dweller, qui permet de réanimer un Mayan Devil par exemple. Voilà, on a envie, je pense, de plus en plus de se débarrasser de manière définitive des créatures. Donc je pense que Scorching Dragonfire va devenir encore plus joué que maintenant. Ouais, carte suivante, ça va être Stone Cold Serpent. On l'a déjà vu apparaître notamment dans le Magic Fest Online Finals, dans les listes qui ont fait des bons résultats. Et je pense qu'il va devenir de plus en plus présent, puisque la protection contre le multicolore, si on joue des decks tricolores avec les Wedge de Ikoria, ils vont commencer vraiment à avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Et du coup, il va falloir continuer à avoir des gestions monocolores. Et par exemple, on Bant, qui était joué, n'avait aucune gestion à Stone Cold Serpent qui était propre. Et donc c'est vraiment quelque chose... en tout cas, la protection contre le multicolore, on n'y est pas habitué. Et si on joue pas autour, Stone Cold Serpent, ça peut vite devenir auto-win tout seul. C'est aussi une carte qui est très intéressante pour être un shell pour les cartes avec mutate. Bien sûr, on va pas pouvoir mutate une créature mutate multicolore. Si c'est une créature monocolore comme Gemraiser par exemple, ça va faire une créature relativement difficile à détruire pour l'adversaire. Plus elle gagne Reach et Trample. Dans le même esprit, il y a aussi Paradise Druid qui va beaucoup bénéficier de la mutation puisqu'elle a Hexproof et c'est une des bonnes créatures Hexproof qu'on a dans le standard. Et donc faire une mutation sur Paradise Druid pour avoir Hexproof tant que la créature est dégagée, c'est phénoménal. Il suffit de mettre Vigilance à Paradise Druid et là on commence à avoir un gros ton Hexproof, Vigilance et ça peut vraiment être dévastateur tout seul. Ouais, exact. Et pour rester dans cette même lignée, on a Spectral Sailor qui est quand même la carte flash par excellence, qui coûte pas cher, qui a une évasion, du coup qui serait le shell parfait pour faire une mutation dessus. Et enfin en dernière carte, toujours dans cet esprit de mutation et de rentabiliser des petites créatures qui étaient bonnes mais parfois cutées parce qu'on n'aimait pas les top decks en fin de partie, ça va être Arboral Grazer qui va nous permettre de ramper en early, donc toujours cet esprit de tricher sur la mana, et puis après une fois qu'on a rampé, pouvoir mutate une créature dessus pour pas qu'il devienne inutile sur le board ou en top deck. Alors, ok Arias, on attaque le bouquet final comme on dit, un petit peu notre top 10 à chacun. On commence avec le tien. Allez, on commence avec le mien. Et donc en 10ème carte, j'ai mis Gemraiser. Tout simplement parce que c'est une des excellentes créatures mutate que j'ai trouvé qui coûte pas cher. Qui permet par exemple à Mono Vert de faire Gilded Goose T1 ou Arboral Grazer ou Paradise Druid et de mutate dessus. Et je pense que c'est une vraie bonne créature en elle-même. Et si on arrive à la mutate, elle est encore meilleure. Donc pour moi c'est mon top 10 d'une créature, si jamais il y a un mono vert ou un bicolore créature qui est joué, il sera dedans. Et ensuite Neutralize alors en 9ème. Ouais, Neutralize, tout simplement un contre qui se cycle comme on a pu l'expliquer, excellent. Ça résiste à Teferi, en tout cas on peut le cycler si Teferi passe. Si jamais on n'en a pas besoin on peut le recycler. La ligne cycling est excellente dessus. Ensuite en 8ème j'ai mis Heartless Act, interaction pas chère, en noir, qui nous manquait. J'ai pas grand chose à rajouter dessus. J'ai mis, on voit pour l'instant que c'est des petites cartes d'interaction pas chères, mais c'est parce que je pense que c'est ce qui manque au standard actuellement. Shark Typhoon, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc là j'ai mis une commune en tant que 6ème, c'est très important à noter. Une carte que j'adore, Fire Prophecy. Un remove qui nous permet d'améliorer notre main, de faire du card quality dans notre main. Franchement, c'est pas meilleur que Scorching Dragonfire parce que ça exile pas, mais ça dépendra des situations. À voir. En 5ème, une mythique, Luminous Broodmoth, parce que la carte, tout simplement excellente, ça résiste à Wrath. On a déjà tellement parlé sur les cartes que j'ai pas grand chose à rajouter, mais
Mais juste, ça résiste à Vras, il y a moyen de faire des petites combos autour avec des arrivées en jeu qu'on fait 2 fois, c'est propre. Petite Sea Dasher Octopus, avec ça rentrerait dans Simic Flash, Dimir Flash, Mono Bleu Tempo, une autre très très bonne créature Mutate pour pas cher, qui permet de piocher. J'ose pas imaginer si on commence à mettre des Sea Dasher Octopus sur des Dream Trollers par exemple. Ça fait piocher 2 cartes en plus par tour, c'est assez absurde. Le top 3 c'est Winota Joiner of Forces. Et on a pu beaucoup expliquer, je suis vraiment intéressé par cette carte, voir ce qu'on peut en faire comme build. Et si jamais on arrive vraiment à la rentabiliser, sortir des agents de traîtrise T4, c'est extrêmement puissant. Ensuite, toute petite carte qu'on n'a pas parlé, Sprite Dragon qui prend la 2e place. Flying Haste, donc c'est un petit removal à Planeswalker, par exemple dans Témur Réclamation, où on irait chercher un Teferi qui a fait -3 ou une Narset qui a fait 2 fois -2, pour pouvoir débloquer ses Planeswalkers tout en ayant une créature et pas un sort de remove qu'on n'aime pas garder contre les jeux contrôle, et qui en plus va grossir à chaque fois qu'on lance un sort, donc c'est vraiment je vois ça comme un petit removal à Planeswalker, et si ça reste sur le board, ça devient une énorme menace. Ok, et ton number one alors? Alors ma number one, ça va être Giganta the Wellspring. C'est pas vraiment par rapport au power level, mais je pense que c'est une carte qu'on va voir parce que elle ne demande pas de contraintes de build extrêmement fortes. Par exemple, Rakdos Sacrifice remplit la contrainte tout seul. Donc même si on n'arrive pas souvent à 5 mana, si en Rakdos Sacrifice on commence à flood, bah hop, je pose ma 5-5 pour 5. Ça reste bon. Et si jamais il y a un build de 5 couleurs Niv Mizzet qui voit le jour, ce sera grâce à cette carte. Donc je trouve cette carte très forte dans le sens où c'est une 8ème carte de la main, tout simplement. Tu viens de parler de Vinota dans ton top 3. Moi, elle est un petit peu plus loin parce que je pense qu'elle demande quand même des restrictions de build. Il va falloir vraiment chercher la bonne proportion entre humain et non humain, dans quelle shell, à Mardu ou G-Sky, pourquoi pas un 5 couleurs. Il y a pas mal de choses à voir. Encore une fois, Collected Company, ça regarde dans les 6 cartes aussi. Donc sur 6 cartes, on trouve vraiment pas mal de bonnes choses. Donc voilà, elle fait partie de mon top 10. Ensuite, en 9ème position, Dirge Bat. Alors, je vous la mets aussi en version Jap parce que franchement, dans la Godzilla Collection, la carte, elle vaut son pesant de cacahuètes. Tout simplement, c'est une carte Mutate avec Flash. Et je pense que Mutate plus Flash, c'est un peu le combo gagnant. Certes, elle a un coût qui est quand même relativement élevé, mais détruire une créature en Planeswalker, c'est quand même fort. 3-3 vols, voilà, ça a de l'évasion. Numéro 8, on reste un petit peu dans la tendance. Une autre carte Mutate, tu l'as mise aussi dans ton top 10. Effectivement, pouvoir la jouer, par exemple, T2 sur un Grazer, et du coup T2 de pouvoir déjà détruire un Lucky Clover ou un four, je pense que c'est très 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 fort, et surtout ça te laisse quand même un body 4-4 Rich Trample qui peut attaquer dès le T2. C'est vraiment, vraiment fumé. J'ai mis Neutralize aussi parce que je pense comme toi que c'est le contre-sort qui manquait un petit peu à contrôle pour ne pas avoir une carte morte quand il y a du Teferi en face. Ensuite, en 6ème position, j'ai Lurus qui a fait beaucoup parler de lui déjà sur Twitter dans les formats un peu plus éternels. Il y a des combos un peu infâmes avec Black Lotus, etc. Je pense quand même qu'en standard, malgré sa restriction, peut-être qu'on va pas pouvoir le jouer en compagnon tout le temps, mais en tous les cas, main deck, c'est une carte qui va quand même permettre de rechercher pas mal de choses, d'avoir de la récursivité. Je pense que c'est voilà, une carte, encore une fois, il faut vraiment chercher autour, mais le power level est là. En top 5, une autre carte où t'es très attaché, je pense, et tu vas essayer de faire des trucs avec. Ouais, film d'artisan, ouais, exactement. Bah voilà, c'est vraiment une carte toolbox, bonne en early, bonne en late. Je pense que c'est une très très bonne carte que pour l'instant on sous-estime un petit peu parce que les stratégies mid-range sont un petit peu à la ramasse. Mais j'ose espérer que c'est justement la carte qui va un petit peu faire basculer la tendance. Ensuite, en 4ème position, Call of the Death Dweller. Bah voilà, encore une fois, si tu regardes bien, c'est une carte qui peut ramener les 2 cartes précédemment citées depuis le cimetière. Je trouve que le card advantage, c'est la première fois peut-être qu'on a aussi un sort de réanimation
si peu cher et qui peut faire un peu du 2 pour 1, entre guillemets. Et le fait de rajouter le compteur Death Touch sur un I Am Devil, je pense, c'est vraiment très fort. On attaque le top 3. Moi, je mets le Shark Typhoon. C'est une carte, comme tu dis, qui est tellement polyvalente, instant speed, qu'on ne peut pas contrer. C'est très 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 rare. Même si on n'a que 3 mana, on met une 1-1 vol. On peut faire ça à tour 3 pour tuer le Teferi en face qui vient de faire son -3. Voilà, c'est une carte tellement polyvalente, et une fois que tu en as une sur le board, je pense que la game elle peut être pliée très 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 vite. En deuxième position, j'ai mis le removal. Je pense qu'il va vraiment se retrouver un peu partout. Earthless Act, voilà, y a rien à dire. Et du coup, ta première place, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est la grosse pieuvre, voilà, Sea-Dasher Octopus. Euh, Franchement, je pense que cette carte, pour l'instant, on s'en rend pas trop compte, mais on va pouvoir la mettre sur plein de choses et tout de suite piocher derrière. Donc on a un carte advantage assez direct. Une 2-2 pour 2 en flash, si on a un body, c'est fort. Si on n'a pas de body, ça reste une 2-2 pour 3. Je pense que c'est voilà, une carte clé, parce qu'elle est pas chère, parce qu'elle est flash. Euh, et puis maintenant, on a un petit peu tous les éléments pour commencer à builder chacun nos decks, tenter nos trucs, et puis espérer craquer le méta, comme on dit. Ouais, et merci beaucoup si vous nous avez suivis jusqu'ici, vous êtes vraiment super courageux. Voilà. Euh, On espère avoir pas trop dit de bêtises non plus. J'espère que ça aurait été intéressant, et si jamais vous avez des retours à faire dans les commentaires, on prend, parce que c'est la première fois qu'on fait ça, et peut-être qu'on le refera pour les autres extensions Exactement. de manière améliorée ou différente, on verra. Ouais, soyez indulgents, effectivement, c'est une première tentative. Et si ça vous plaît, on sera ravis de réitérer l'événement avec les nouvelles extensions. Dans tous les cas, on vous remercie tous d'avoir suivi jusqu'au bout. On vous souhaite bon bourreau à tous, bon tuning à tous, et à très bientôt, j'espère. Ouais, ciao.